Bonjour à tous. Alors, je suis vraiment désolé, pour le retard. Georges peut-être va nous rejoindre ou pas, je ne sais pas. Comme je vous ai dit, peut-être que c'est les sujets périlleux de ce matin. Tout à l'heure, on aura, des invités aussi. Hem, mais voilà, donc Eric est là, notre, spécialiste des questions fiscales préférées. Alors je vois qu'il y a déjà plein de questions. Étoile filante, Pedro, pourriez-vous, SVP, dialoguer avec Georges dans le sens de la nécessité de se lier avec d'autres souverainistes pour le bien du peuple français? Alors, cette question qui alors c'est pas de votre faute, hein, étoile filante, c'est une question qui revient régulièrement. Mais quand je dis régulièrement, allez, à peu près tous les 4 commentaires, sur nos réseaux sociaux. Heu, on a déjà et Georges a, déjà, expliqué ça à de nombreuses reprises. Heu, la question, c'est déjà, qu'est-ce que ça veut dire souverainiste? Déjà, il faut alors Eric, je crois qu'on t'entend pas. Déjà, c'est un préalable Mmh, parce que n'importe qui se définit comme enfin, n'importe qui peut se définir comme souverainiste. Voilà, ce qui n'empêche pas de dire, ben, on va rester dans l'UE, on va aller vers plus de fédéralisation. Je vais un peu dans l'absurde, mais globalement, quand l'étiquette arrange, les gens se la prennent et puis voilà. tout à fait. Mais je pense que tu es un peu conservateur, Eric. On vit une période où chacun peut il ne faut pas être assigné à un parti parce que la société t'a assigné à un parti. C'est toi qui décides, il faut être libre de pouvoir définir qui tu es de manière libre et ne pas être, conditionné à une étiquette, comme on dit, comme dirait, certains modernistes. Non, étoile filante, effectivement, sortir de l'UE. Dans ces cas-là, on va parler d'euroscepticisme ou, de gens qui sont effectivement europhobes, mais derrière ça, il y a des projets de société Oui, radicalement différents. Et donc, effectivement, souvent, c'est quelque chose qui est reproché. Pourquoi, pas telle alliance avec c'est juste que derrière, il y a des projets, de société totalement différents. Alors je suis désolé, j'ai montré ce commentaire parce que c'est très drôle. Il faut être souverainophile. Alors apparemment, c'est le cas, par exemple, d'Éric Zemmour et du RN, ça. Ils sont très souveraino-libéralo-fluides, mais généralement plus, fluides dans le libéral que dans le souverainisme. Et donc la question, c'est, soit on fait, la sortie de l'UE et par extension l'OTAN et cetera, l'alpha et l'oméga et que tout le reste n'existe pas. Et dans ces cas-là, effectivement, on peut faire une alliance globale, mais derrière, il y aura pas de projet. C'est-à-dire qu'on est dans ce qui s'est passé, en Angleterre avec le Brexit Party et derrière, on ne sait pas ce qui se passe et on voit que l'Angleterre, ils sont sortis de l'UE, mais ils vont pas beaucoup mieux. Ça a pas changé grand-chose, aux fondamentaux de leur économie, de la structure de leur politique et cetera. Soit effectivement, on se regroupe sur un projet et dans le cadre de projet, la sortie de l'UE et la sortie de l'OTAN sont des préalables, du moins, surtout la sortie de l'UE, sont des préalables et pourquoi faire? Pour construire derrière un autre projet. Alors c'est là-dessus souvent que, il y a, des grosses, différences entre les différents mouvements. C'est-à-dire que certains veulent construire un projet, par exemple, plus libéral, d'autres un projet plus social et cetera et que ces visions-là sont antagonistes. Et donc, quand, on veut sortir de l'UE parce qu'il faut supprimer la sécurité sociale ou parce qu'on veut sortir de l'UE parce que justement il faut préserver la sécurité sociale, c'est pas les mêmes projets collectifs. non. Et donc voilà, c'est pour ça, donc on a discuté et on discute et Georges a discuté pendant des années avec un grand nombre de souverainistes. Et en vrai aussi, et il y a un fait et ça je vais pas donner un scoop, mais c'est une réalité, heu, qu'en réalité, beaucoup,
sont très contents d'avoir leur chapelle, gagnent leurs petits sous, ils ont, leur boutique, ils ont, leur audience et cetera et que, on va dire, la France, ça reste très secondaire et d'ailleurs, souvent même quand ces partis grossissent et ont une majorité de députés à l'Assemblée, je ne citerai personne, ils restent dans cette même logique. C'est-à-dire qu'il y a, la volonté de changer les choses et bah, prendre à bas-le-corps, justement, les problèmes des Français ou bien être attentiste en disant: «Ah, tout le monde est mauvais et nous on est meilleurs, mais on fait rien». Mmh. Voilà. Mais Mais ça ne veut pas dire que demain, avec l'émergence de nouveaux groupes, ce soit pas possible. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, avec les groupes actuels, se regrouper sur juste uniquement la sortie de l'UE, c'est quand même c'est problématique parce qu'on sera décrédibilisé par le manque de cohérence idéologique derrière, entre ceux qui veulent, plus de libéralisme et ceux qui en veulent moins. Et voilà, si ça peut répondre à la question, mais c'est, exactement, l'intérêt personnel avant le commun. Et bah, c'est ça, c'est la différence entre, des gens comme moi qui, sont bénévoles et certains qui préfèrent être, assistés parlementaires, je vais dire ça, assistés parlementaires à l'Union européenne parce que comme ça on pèse mieux et je ne citerai aucun souverainiste qu'on a connu dans le passé. Il suffit de regarder Twitter pour ceux qui sont curieux. On va commencer sur un premier sujet et Eric justement a quelques infos là-dessus. Alors je sais que ça et Georges va être content de ne pas avoir été là pour parler de ça. Donc c'est pas une blague. Alors je vais vous mettre on découvre donc dans l'Express que des touchés vaginaux et rectaux pour un mal de dos, l'inquiétant essor de l'ostéopathie intrapelvienne. Alors juste par rapport à un point important, la question de l'ostéopathie. Alors, beaucoup de gens disent que ça leur fait du bien, et cetera, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de preuve scientifique de la réalité des bienfaits de l'ostéopathie. Par contre, il y a énormément de cas où ça s'est mal passé, ça a aggravé des fractures, et cetera. Donc c'est un peu, on va dire, c'est un peu, comme les massages ayurvédiques, le reiki, et cetera. Pour une certaine partie de la population, ça marche, comme peuvent marcher des placebos aussi. Si ça fait du bien aux gens, pourquoi pas? Que le fait que ce soit remboursé par la sécu, non, parce que c'est pas une pratique médicale. Mais le problème, c'est que derrière, c'est, alors certains parlent de fake med, mais du moins ces médecines alternatives, souvent, il y a des gens très peu recommandables et donc là, on découvre que certains inventent que, bah, pour faire, régler le problème de dos, il faut introduire ses mains un peu partout, dans les orifices des patients et des patientes. ouais, mais rarement les oreilles, hein, Exactement, donc oui, mais bon, le dos est moins connecté aux oreilles. sûrement. Voilà et que d'un seul coup, on a face à des gens qui souffrent, qui en particulier, c'est beaucoup de cas de, d'endométriose, c'est ça le Alors oui, 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 non, mais oui, alors il y a plusieurs sujets qui ont été évoqués, bon alors, disons que voilà, je suis pas sûr que voilà, qu'un toucher vaginal, ça facilite un mal de dos, quoi. J'en suis pas certain du tout. Oui, sur ce sujet-là, moi, je suis un peu tombé sur, je suis un peu tombé sur le cul quand j'ai vu le truc parce que, heu, bon, c'est i on est à l'heure actuelle dans une espèce de course à l'altermédecine, en gros. Alors, il y a plein de raisons pour ça. Il y a tout simplement des déserts médicaux et les gens se soignent avec ce qu'ils ont sous la main et s'ils ont un gars qui se dit thérapeute et ben, ils se disent: «Peut-être que ça peut marcher vu que de toute façon, j'ai pas de rendez-vous avant 3 mois chez mon spécialiste». Voilà, bon, là, on peut avoir ça déjà et puis après, il y a un côté un peu mode, bah, oui, on fait de la tout doit être cool et alternatif donc tout est, donc du coup, dès qu'un mec se met une étiquette alternatif et cetera, c'est vachement bien. C'est pas remboursé par la sécu, ça prouve que, Big Pharma ou je sais pas quoi est contre et cetera. Enfin bon, on peut avoir des espèces d'articulations, intellectuelles qui se construisent comme ça et donc il y a des gens qui vont, bah, sur tout ce qui est alternatif.
le coiffeur alternatif, l'épicerie alternative, et cetera, le tu thérapeute alternatif, la thérapie alternative, voilà, et cetera, et cetera. Bon, ça, c'est une première chose. Donc, assez logiquement, bah, il y a des gens qui peuvent surfer là-dessus. Moi, alors c'est assez, quand j'ai eu le sujet hier soir, j'étais quand même un peu interpellé. Et j'étais dans un cadre, disons, familial. Et en fait, j'ai posé une question à l'ostéopathe que je fréquente dans, de temps en temps, pour lui demander qu'est-ce qu'elle pensait de ce système-là. Et donc j'ai envoyé un message vocal, et la personne qui était là m'a dit: «Tiens, c'est marrant, pourquoi tu as posé cette question-là?» Bah, je lui dis: «Parce que», bon, j'ai expliqué. Elle m'a dit: «Parce que justement, moi j'ai eu recours à typiquement ce type de thérapie. On m'avait dit: "Bah, tiens, tu peux essayer d'aller arranger ça." C'était pour un problème d'endométriose, et en gros, j'ai dit: «Bah, tiens, c'est intéressant d'avoir le retour d'expérience». Et le retour d'expérience, c'était quand même, 1, c'est très intrusif. 2, 2, c'était franchement, heu, pas très, pas très agréable, on va dire, et j'en suis sorti avec une impression un peu déplaisante. Voilà, bon, donc la question, j'ai dit: «Oui, mais est-ce qu'il y a eu un effet, et cetera?» Et en gros, l'effet, non, il y a pas eu d'effet. Donc du coup, la consultation coûtait 100 balles, et en gros, la personne disait: «Bah oui, il faudra revenir, ça ouais, 4-5 fois facile». Voilà, bon, alors, la personne en question, bah, qui m'a dit: «Bon, bah, écoutez», du coup, moi, j'ai attendu de voir si, bon, la sensation de départ heu, était mais si ça évoluait quand même, malgré que la sensation de départ était pas très sympathique. Non, ça a rien fait. Donc j'y suis pas retourné. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, elle a eu des textos, et cetera, pour relancer. «Ça va mieux, est-ce que vous voulez qu'on fixe rendez-vous?» et cetera, et cetera. Ce qui Alors du coup, j'ai eu après, mon ostéo, je lui ai laissé le message, et alors voilà ce qu'elle me dit. Bon, 1, ça commence par: «Je suis scandalisé». Elle dit: «Ces gestes existent, on peut les pratiquer, on en a le droit en tant que kiné et ostéo». Alors spécialisation, avec une spécialisation uro, gynéco, sexo, et cetera. Mais on ne les pratique jamais en première intervention, et encore moins sans informer la patiente. Rarement, quand un coccyx est hyper douloureux, parce qu'effectivement il peut y avoir effectivement, on peut avoir une manipulation, interne, heu, pour, pour des cas de Est-ce coccyx, que et tu peux cetera. nous mimer à la manipulation, Eric? Non, je plaisante. Oh non, c'est trop facile. Voilà, et en gros, ça prend 1 ou 2 minutes maximum. C'est aussi scandaleux que de masser une poitrine pendant 20 minutes. Voilà, en gros, ce qu'elle disait, et c'est ce qui était arrivé à une de ses patientes aussi. Donc effectivement, on me définit ça clairement comme des viols, puisque en gros, me dit: «Ben, ces praticiens, c'est quand même la honte de notre profession». Et autre indice face au charlatanisme, les professionnels de santé n'ont pas à faire de pub. C'est interdit, et pour moi, ça montre bien où est la motivation, alors que dans le soulagement des patients sients. Elle me dit: «Des hypofertilités, par exemple, j'en ai guéri plein, mais par voie externe», par exemple, puisque c'est aussi un des trucs qui sont évoqués. Et elle dit: «Pour l'endométriose, c'est du foutage de gueule». À son avis, hein. Et globalement, bon voilà, là, ce qui l'a le plus choqué, c'est effectivement, bah, qu'on relance le patient, quoi. Alors, j'ai vu ici, certains ont dit: «Attention au scientisme sur la question de l'ostéopathie». Je Oui, ne oui. sais pas si l'ostéopathie a un réel effet. Je dis juste qu'aujourd'hui, dans le corpus scientifique, il y a rien qui prouve, qu'elle a un effet. Contrairement à l'homéopathie où on a des preuves scientifiques que ça ne marche pas, dans le cas de l'ostéopathie, ça reste des pratiques effectivement, heu, qui Oui, peuvent marcher, sauf que souvent et comme ces pratiques sont très peu encadrées. N'importe qui peut avoir le diplôme en 2 jours de formation, par alors
Oui, alors certains y passent, quand même des mois, hein, Oui, oui, faut mais le il y dire, a bon des voilà. écoles plus ou moins bien et cetera, heu et justement, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit, puisque, on se retrouve avec des gens, dès lors que ça sort du cadre normal, avec des Ouais, gens qui peuvent vendre, des traitements et cetera, où il y a pas vraiment besoin, il y a pas vraiment de diplôme d'État. Bref, c'est compliqué, mais, s il y a d'autres disciplines qui, comme ça, pendant longtemps n'étaient pas réellement, prises en compte. Je pense à la mmh, psychomotricité et qui maintenant sont intégrées, mais font pas partie pour l'instant, c'est remboursé, par des organismes de santé, mais c'est pas remboursé par la sécu, par exemple. ouais, Donc c'est vrai que, heu, il faut, heu, il faut faire attention. Le truc, c'est que ce genre de pratique, justement, le manque d'encadrement ouvre à des dérives et c'est ce qu'on voit là et ce qui est dangereux, c'est que ça arrive de plus en plus. ouais, C'est-à-dire qu'on voit effectivement, parce que, les gens n'arrivent pas à se soigner, sont en défiance et cetera, vont vers des trucs alternatifs et se retrouvent dans des cas, très problématiques avec des gens qui profitent, on va dire, c'est de l'abus de faiblesse, hein, clairement, profitent du malheur des autres pour, le faire. Il y a plusieurs années, il y avait des cas comme ça avec des faux psychologues, des faux psychanalystes et cetera, où on voyait qu'effectivement, c'est, ouais, ça favorise, des types de profils qui vont aller, heu, vers ce type de formation qui sont pas forcément, très recommandables. Donc l'idée, c'était d'alerter parce que nous, justement, on est dans une démarche, à fréquence populaire de lutte contre ces dérives-là et effectivement, alors, je vois Jean-Luc Logel qui dit: «Il y a des charlatans partout». On a vu oui. beaucoup de mauvais médecins ces derniers temps et remboursés par la sécu, pas remboursés les SPD, tu as décidé ça tout seul. Bah, Alors oui, il c'est faut c'est savoir une c'est chose, sûr. on sait et ça c'est aussi factuel, que je crois, c'est, 30 des médecins qui prescrivent que du Doliprane et qui en fait, vérifient rien et cetera. Ça c'est vrai, Mmh mh. mais ce n'est pas parce que dans la médecine normale, il y a des charlatans qu'on doit accepter toutes les dérives de toutes les choses. Ce que je dis effectivement, c'est dès lors qu'il y aura une preuve scientifique que l'ostéopathie marche, bah, oui, ça peut rentrer dans une pratique médicale. Aujourd'hui, il y a pas de cas et effectivement, ça fait partie et on sait que voilà. Alors, Marie-Hélène, dit, «Homéopathie, on a des preuves que ça marche pas, faux, attention». Alors attention, traiter avec les plantes, ça marche. L'homéopathie telle qu'elle est vendue, à laboratoire, non, ça marche pas. Heu et je vous mets en fait, au défi de me trouver un traitement homéopathique qui marche réellement, du moins dans ceux qui sont vendus en pharmacie et cetera, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la dilution des molécules est telle que, vous bui si on boit de l'eau d'une rivière, on aura autant de molécules de la même molécule que, si on prend les gélules. Maintenant Ce qui n'est pas le cas avec les plantes, hein. Les plantes, exactement, certaines sont très puissantes, les huiles essentielles notamment, il faut pas le manipuler n'importe comment, par exemple. tout à fait. Mais il faut pas sous-estimer l'homme a une capacité, heu, à lui-même s'auto-guérir. En particulier, on parle souvent d'effet placebo et l'effet placebo, c'est quelque chose de très fort et je vais vous donner un exemple. Je me souviens, je m'étais, quand j'étais adolescent, je m'étais cassé le coude, il m'a cassé le coude. Un bus m'avait tapé dans le coude, donc le coude s'était déboîté et cetera et je souffrais, le martyre et cetera et quand je suis arrivé aux urgences, donc j'attends et une infirmière vient et je vous jure, elle était juste magnifique avec une poitrine énorme, un décolleté énorme et elle se penche comme ça sur moi. Elle met sa poitrine ici et je vous jure, ça m'a guéri instantanément et sur le coup, je me suis dit et en fait, voilà, c'est juste parce que le cerveau a une force incroyable. Voilà, d'un seul coup, ça détourne ton attention et voilà. C'est stupide, mais ce que je viens de raconter, mais c'est une réalité et donc il y a des gens, qui maintenant, dès qu'on se rend compte qu'il y a des pathologies lourdes,
L'homéopathie n'a jamais, guéri le diabète. L'homéopathie, Mmh. ne permet pas de faire des dialyses. L'homéopathie, ne guérit pas le cancer et c'est là où en fait si on prend de l'arnica et qu'on a l'impression que le bleu a été moins fort, bah, tant mieux. Mais, alors, oui, je me suis pris un bus. Exactement. Non mais c'est une longue histoire, mais oui, non, ça m'a bien déboîté le bras. C'était, magnifique. Non, non, moi ce qui me frappe après, c'est le côté viol, éventuellement dérapage des séances et cetera. Bon, globalement, pour les médecins, il y a un truc qui s'appelle l'ordre des médecins qui a ses qualités et puis ses défauts, hein, on va pas s'étendre sur le sujet. Mais globalement, c'est sanctionné. C'est-à-dire qu'après, éventuellement, tu peux te retrouver avec une interdiction d'exercer. Là, un thérapeute lambda, au pire, il quitte la ville, si ça craint un peu, il va se réinstaller ailleurs et puis recommence ailleurs. C'est aussi un des problèmes. Mmh. Tout à fait, mais voilà, c'est l'idée, c'était d'alerter contre ça. Il faut, je pense, il faudrait, alors pourquoi je n'ai pas eu la même quand j'ai pris alors Ah, j'étais au Brésil déjà, tu vois? Donc déjà ça joue non, non, effectivement, non, mais je vous cache pas que j'ai été surpris. On aurait dit même une caméra cachée. Et je pense qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait et comme ça, en fait, tu pensais plus qu'à la douleur et tout de suite, bah, tu étais content. Voilà, c'est aussi bête. Mais oui, alors je suis d'accord, sur la question, les plantes, c'est la phytothérapie. J'évoquais ça parce que certains, parfois, font la confusion et donc dans le cas de la vulgarisation, effectivement, c'est important. Hem d'expliquer qu'il y a une différence et que d'ailleurs les plantes, l'opium, les opioïdes, l'héroïne, la cocaïne, du moins plein de choses viennent des plantes, et le cannabis comme on en a parlé hier. Donc oui, non, les plantes, font beaucoup de choses et même, la mauvaise manipulation des plantes. c'est le même problème. Alors ça commence à partir en sucette, tu vois? Je savais que ce sujet, heu, hem non, non, parce que Roberto, je pense qu'il aurait présenté sa seringue. Voilà. Dans tous les cas, on est, donc Pascal effectivement dit: «Les touchés vaginaux et rectaux sont des actes médicaux et il est interdit aux ostéos de les pratiquer». C'est ça le problème. Il faut, il faut faire attention justement dans ce domaine-là, que les praticiens soient des gens reconnus et qu'on se retrouve pas, avec, ju Les commentaires, c'est impressionnant. ouais, non, mais je vois ça. Non, mais au moins, tu vois, ce qu'on peut dire, c'est qu'à Fréquence Populaire, on n'est pas dans le politiquement correct et ça, je pense que, tu vois, c'est quelque chose qui s'était perdu. Mais, ouais, je vais me faire gronder après, on va me dire: «Ah, tu vous avez encore raconté n'importe quoi». Heu, Maintenant un autre Non, sujet, il y a des vrais sujets, oui, là, j'entends, là, je vois, attention aussi à la communication industrielle sur des produits allopathiques. Tout à fait, oui, oui tout à fait. et tout à fait et Oui, un donc ostéo sans poitrine. J'en parlerai à mon ostéo, je lui demanderai si elle peut pas faire quelque chose. bah Je voilà, je pense que ça aurait moins marché sur une femme, mais sur un gamin de 15 ans où les hormones tournent à fond, généralement, c'est efficace. Heu, donc, il y a un autre, sujet et ça, si tu veux, ça m'intéresse d'en parler avec toi, avec Eric, parce que, pour que les gens comprennent bien, donc, on se rend compte qu'avec la censure du gouvernement Ouais, Barnier, ça risque de doper, les dividendes et donc paradoxalement, cette crise arrange beaucoup, beaucoup de gens. Parce que bien justement, sûr. ils veulent profiter, du fait que, il y avait des règles qui pouvaient, rendre les choses plus difficiles et que, bah, là, d'un seul coup, ils ont une fenêtre de tir, jusqu'au 31 décembre pour passer un certain nombre de choses. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, pourquoi d'un seul coup, quand on arrive près du 31 décembre, tout le monde s'excite pour, défiscaliser et cetera? Alors, bon, il y a plusieurs choses.
La défiscalisation, pour donner un effet, bon, par exemple, un investissement qui donne droit à une réduction d'impôt. Genre, bah, typiquement, pourquoi on est inondé de demandes de dons, Amnesty International, enfin tout ce qu'on veut, à l'approche des fêtes, tout simplement, c'est parce qu'on s'approche du 31 décembre et que pour avoir une réduction d'impôt, elle va s'appliquer sur l'imposition qui sera pratiquée en 2025, du coup, puisqu'on dépose la déclaration en mai 2025 et que le résultat d'imposition apparaît, on l'a fin août, début septembre. Donc en fait, c'est une question de gestion de flux financiers. T'as pas le choix, tu peux pas, si ta défiscalisation ne marche pas, si tu verses ta somme après le 31 décembre. Donc tu verses le 30 décembre, le 31, le 28, tu vas pas verser ça au mois de mars. Les gens attendent pour avoir parce qu'il y a cet effet retard, c'est-à-dire en gros, si tu as droit à une réduction d'impôt, je sais pas, on va dire de 5%, de 50%, pardon, ben, tu verses 1000 balles, tu récupères 500. Donc de facto, tu as sorti 500. Sauf que les 500 autres que tu vas récupérer, tu les récupères plus tard. Donc en fait, l'idée, c'est de raccourcir la fenêtre de tir, où cet argent que tu récupères va être dehors. Donc c'est un paramètre assez logique, assez technique, relativement simple. Voilà. Donc après, ça pose aussi une question par incidente. Une réduction d'impôt, c'est de la distribution, c'est l'équivalent d'une distribution de subventions par l'État. C'est une subvention, disons, qui est un poil déguisé, mais globalement, ça revient exactement au même. Globalement, enfin un certain nombre d'organisations, notamment, je pense, bon, ça peut être Attac, ça peut être d'autres trucs, ou des partis politiques, à chaque fois mettent la question de la réduction des niches fiscales au centre du débat. Donc, effectivement, c'est parce qu'effectivement, il y a peut-être beaucoup d'argent public qui ne rentre, n'est pas rentré dans les caisses de l'État ou qui est dépensé de facto par ce biais-là, qui est peut-être pas forcément très, très justifié. C'est une première chose. Et évidemment, bah, tu peux jouer sur pas mal de choses là-dessus. Alors ça, c'est un paramètre, le 31 décembre, c'est quelque chose, la date butoir le 31 décembre, ça joue beaucoup. Là, en l'occurrence, ce qui peut se passer, c'est qu'on est dans une perspective où le budget n'étant pas affecté, enfin n'étant pas voté, il peut évoluer. C'est-à-dire quand il sera voté, pourra évoluer. Potentiellement, peut-être qu'on va revoir la question des on va peut-être revoir la question de la taxation des dividendes, peut-être à la hausse. Alors, pour donner un exemple, Alors dans le budget, juste, Eric, dans le budget justement qui devait être voté, n'a pas été voté, il y avait de passer, l'impôt minimal de 20 qui aurait, monté oui, jusqu'à 37,5 ouais, voire 42 pour les plus élevés au lieu de 30. mmh. Et donc effectivement, on comprend, heu, pour le désespoir de certains d'essayer de gratter le plus possible. Bah, c'est-à-dire, en fait, oui, voilà, ce qui se passe, ce qui se passe aussi, c'est que, comment dire? La, enfin la taxa les dividendes sont très peu tax sont assez peu taxés en France. C'est-à-dire qu'il y a un taux maximal qui est pas celui, qui s'applique aux salaires. Très concrètement, en France, il y avait le calcul qui avait été fait il y a une vingtaine d'années, mais je pense qu'il serait toujours valable. Il vaut mieux peut-être hériter qu'avoir un bon salaire, très concrètement. Et avoir des dividendes, et ben effectivement, en gros, bon, si tu as un gros salaire, genre, je sais pas, Carlos Ghosn à une époque ou des choses comme ça, ben effectivement, ça monte.
on te taxe, sur la première tranche à 5, la 2e tranche à 10, et cetera. Enfin, bon, je donne des chiffres un peu, et puis éventuellement tu montes à une tranche, maximale, et généralement tout le monde dit: «Ouais, c'est dégueulasse, l'impôt, frappe, à 55 les gens, c'est honteux», et cetera. Non, il frappe pas 55 du revenu. C'est la tranche. On arrive dans une tranche où on est taxé à 55, mais auparavant, il se passe d'autres choses. Donc l'impôt est normalement est progressif. C'est-à-dire que plus tu gagnes, dans le principe, plus tu gagnes, plus tu es taxé. C'est pas un impôt proportionnel. Or, sur les dividendes et sur un certain nombre aussi d'autres choses, tu es taxé à un taux qui est un taux proportionnel. C'est-à-dire, en gros, c'est la même chose, pour tout le monde. C'est-à-dire que tu fasses une super, heu que tu touches 2 millions de dividendes ou que tu touches 200 balles, ça sera le même taux. Alors après, on peut faire le choix de rattacher au revenu si on est sur un taux d'imposition plus faible, mais globalement, au-delà d'un certain montant, tu es plafonné. C'est-à-dire que tu monteras pas au-delà. Donc c'est-à-dire on était, je crois, sur de l'ordre du 18, et après, là-dessus s'ajoute aussi, comme pour n'importe quel salarié ou n'importe quel type de revenu, la CSG, la CRDS, et cetera, qui sont aussi des impôts proportionnels. C'est-à-dire qu'en fait, tu es taxé sur un pourcentage, tu n'es pas taxé en fonction du volume de ce que tu as perçu. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais la CSG, la CRDS, on en paye beaucoup, beaucoup, et beaucoup plus souvent que de l'impôt sur les revenus. Voilà. Bon, la question de la proportionnalité ou de la progressivité, c'est un vrai sujet, que les gens ne maîtrisent pas. C'est-à-dire, on dit: «Ouais, bon, on va faire une TVA machin, une TVA sociale, une TVA sur», on augmente le point de TVA. Le point de TVA, quand tu dépenses tout ton salaire, en biens de consommation de 1re nécessité, tu payes, bah, tu as payé un impôt qui globalement aura été, une taxe, pardon, qui aura été assez importante. Si tu dépenses pas tout, bah, forcément tu auras payé en proportion beaucoup moins des revenus que tu as perçus. Donc souvent, l'avantage des taxations comme ça, comme, la TVA, comme la CSG, CRDS, c'est une façon de plumer la volaille sans la faire crier, de la même manière que le prélèvement mensuel, le prélèvement à la source. Le prélèvement mensuel puis le prélèvement à la source, ont également cette fonction. C'est-à-dire que tu te rends moins compte que tu payes de l'impôt. Moi, j'ai toujours refusé, par exemple, le prélèvement mensuel, parce que j'aimais bien râler quand je recevais l'avis d'imposition en disant: «Putain, ça coûte cher quand même». Mais quand on se rend compte que ça coûte cher, on fait plus attention à l'usage qui est fait des finances publiques, aussi. Voilà, donc du coup, là, on insensibilise bah, effectivement la volaille que l'on plume, mais du fait de ce fait, elle fait beaucoup moins attention à l'égalité de traitement, à l'équité Mmh. dans l'application, de l'imposition, et cetera. Et c'est un Alors vrai sujet, bon, de citoyenneté, hein, en fait. ouais, tout à fait. Ce qui est un peu choquant là, c'est qu'on sait et personne ne peut nier qu'il y a une crise économique terrible et donc tous ceux qui essayent, d'esquiver la contribution, sont potentiellement, je vais être un peu violent, des traîtres à la nation, si on peut dire ça comme ça. Parce que quand on a une crise telle qu'elle arrive, alors on comprend la volonté de chacun de se faire le bas de laine et cetera. Mais là, généralement, sur les reversements de dividendes à ce point-là, on parle de gens qui ont déjà un bas de laine. Et donc c'est Oui, des gens qui veulent juste avoir plus et qui voient de l'opportunisme, à se faire justement sur cette crise qui est là et ça, je trouve ça purement dégueulasse. Ça devrait être oui, limite du délit d'initié, si on peut dire ça comme ça. Alors je vais juste réagir à un commentaire de Yann qui dit: «Trop d'impôts tue l'impôt, d'autant plus dans le pays le plus imposé du monde». non. Alors, je tiens à faire un commentaire là-dessus. Effectivement, on dit souvent que la France est un des pays les plus imposés du monde et cetera. Déjà, il faut faire attention. Heu, on a tendance à mettre dans ces impôts, heu, Les un prélèvements certain nombre de sociaux. choses, en particulier la sécurité sociale,
dans les contributions sur le salaire. Or, aux États-Unis, les gens payent leur assurance santé séparée et ça leur coûte très cher. Mmh. Ils payent leurs frais de santé. Ils payent souvent l'école des enfants et donc, sur, ces impôts, en fait, il y a plein d'impôts privés dans pas mal de pays et que si on reconsolide le tout, on se rend compte qu'on n'est pas à une imposition si élevée que ça par rapport à tout ce que ça apporte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en réalité, et il faut bien se le dire, les gens qui ont du patrimoine en France ou qui ont de l'argent ne payent quasiment pas d'impôts. Non, c'est justement, c'est C'est assez et anormal. ça, si tu veux, ceux qui payent, ce sont des classes moyennes aisées, mal conseillées, souvent. Oui, tout à fait. Et donc ça, il faut se méfier et donc paradoxalement, ces gens-là payent pour ceux qui ont pas les moyens de payer et pour ceux qui esquivent de payer Tout et à c'est fait. ça qui est grave. Oui, tout à fait. Heu, C'est le problème, il est là, c'est qu'en fait, il faut faire attention en disant: «Ouais, on paye trop d'impôts». Alors oui, on paye trop d'impôts, et puis quand même, les riches vont partir parce qu'ils sont trop taxés. Non, ça marche pas comme ça. Tu sais pas parce que tu t'en vas pas d'un pays parce que tu as un taux tu as pas, tu as un taux d'imposition qui est élevé. Tu t'en vas aussi parce que quelque part tu fais pas de pognon. Parce qu'à un moment donné, dans un pays donné, tu as un certain nombre un environnement qui est fait, qui est souvent financé des fois par des deniers publics, c'est-à-dire la formation notamment, bah, initiale des gens qui est quand même important. C'est bien d'avoir par exemple des salariés qui soient compétents plutôt que des gens qui sont pas formés, etc. C'est bien d'avoir aussi un minimum de sécurité. Donc là, il y a un sujet aussi à suivre, etc. C'est bien d'avoir des infrastructures et tout ça, ça coûte. Donc si tu as le bon écosystème qui a été financé de manière bien structurée, c'est-à-dire que tu as un système de fret aérien ou de fret ferroviaire ou bon, qui fonctionne, c'est mieux que si dans un pays où les routes sont défoncées. Voilà. Et ça, c'est important. Et globalement, moi, j'avais discuté avec des gens qui étaient allés au Canada qui disaient, bah oui, c'est bien, on touche plus de sous. Par contre, il faut payer des assurances. Et une fois que tu as payé les assurances, ça revient au même. C'est la même chose aux États-Unis, etc. mmh, Donc, effectivement, on peut camoufler le truc. Alors, après, c'est un choix de dire bon, on fait passer par un organisme collecteur et puis une redistribution qui se fait, ou alors chacun sa gueule. Mais quand c'est chacun sa gueule, il faut savoir une chose, l'impôt va se réinstaurer d'une autre façon, c'est-à-dire que quand l'État périclite, les fonctions qu'il ne remplit pas sont remplies généralement par d'autres structures. mmh, Et des structures qui peuvent être des structures mafieuses la plupart du temps, ou effectivement des boîtes. Après, tu peux avoir aussi des systèmes privés qui justement veulent se faire ouvrir une manne financière. C'est typiquement toute la pression qui se fait sur les retraites et le système de retraite complémentaire et ceci, et l'assurance maladie complémentaire, etc. Toutes sortes de choses, les compléments santé qu'on fait verser, que les assurances nous proposent. C'est évident que toutes ces compagnies-là ont un intérêt très fort à ce que justement on supprime les prélèvements sociaux et qu'on les applique, et que globalement cette manne financière, au lieu d'aller dans les caisses d'un organisme régulateur qui fonctionne bien, pas bien, ça c'est un sujet, bah, ça passe directement dans les résultats d'une compagnie d'assurance qui, il faut le dire aussi, va rémunérer aussi des actionnaires ou des fois des sociétés, mais plus généralement, on va rémunérer des actionnaires. Donc il y a un deuxième impôt qui peut être aussi celui de l'actionnaire, des fois. C'est assez important. ouais, alors moi, je vais faire une remarque. Donc Galicie parle du régime des micro-entreprises. Alors, il existe effectivement certains statuts fiscaux en France qui sont des conneries monumentales. Au moment où ils ont créé, la question des auto-entrepreneurs, ils ont voulu faire un truc pour que les gens puissent tester une activité et diminuer les chiffres du chômage. Mais effectivement, c'est pas un statut pérenne pour une activité parce que Non, ça permet pas de défalquer plein de trucs et donc
c'est exactement ce que je dis quand je parle de mal conseillé. C'est-à-dire que c'est pas la structure adéquate et donc ça crée des coûts importants, alors que justement on pourrait avoir, il y a plein d'autres solutions pour avoir des coûts plus basses. Erreur système parle: «Je me prive pour laisser un héritage à mes enfants pour qu'ils soient à l'abri. Est-ce humain?» Il faut comprendre que ce qu'on parle de riche, riche, c'est vraiment Ah ouais, et parce que souvent c'est les gens pensent riche: «Ah beh, j'ai une maison secondaire, je suis riche». Non, riche, c'est quelqu'un qui peut s'arrêter du jour au lendemain de travailler et il vit comme un pacha sans avoir à faire aucun effort, même pas gérer son patrimoine. C'est ça qu'être riche. mmh. Quelqu'un qui, doit continuer à aller travailler tous les jours, même avec un bon salaire, il est pas riche en fait. Non, non. Heu, il est juste, voilà, il est juste aisé. Donc il faut faire cette différence là-dessus, sur cette il y a des travailleurs aisés, mais ce qui est défini comme riche, c'est, la personne qui, de toute sa vie, n'arrivera pas à dépenser l'argent qu'il a accumulé. Tout à fait. Oui, oui. C'est Éventuel il et même et s'il allait tous les jours dans des restos Michelin et cetera. C'est ça et c'est là où, effectivement, ces gens-là ne payent pas. Ils cachent tout, tout est super bien optimisé. oui, Ils utilisent parce qu'eux, ils ont des centaines de conseillers de patrimoine qui va leur expliquer comment optimiser. Alors si tu souvent, par exemple, les gens sont surpris. Je prends l'exemple de l'art contemporain, de voir certains achats et il dit: «Mais comment ils ont pu acheter, un truc pareil?» Mais ça parce que fiscale. tout ça permet d'avoir une fiscalité avantageuse, donc à la limite, la qualité de l'œuvre d'art importe moins que sa capacité à défiscaliser. De la même, manière, certains dons, l'investissement dans les médias et cetera, c'est tout ça permet on a un des pays où il y a le plus de niches fiscales. Ouais, Mais par exemple, il y a des niches fiscales sur le cinéma. C'est-à-dire qu'on et peut c'est fiscal, acheter, oui. exactement, on peut acheter des parts d'un film à sortir qui vont permettre de défiscaliser et donc tout ça fait que les gens qui ont les moyens ne payent quasiment pas d'impôts, en fait, en vrai et je vais vous donner un exemple. Justement, certains ont évoqué, la question du patron qui défiscalise pour pas payer d'impôts. Mais il y a une réalité, c'est que en France, quand on a une entreprise, on peut, investir de l'argent dans son entreprise. Cet argent qui est investi dans l'entreprise, donc l'argent qu'on va remettre dans l'entreprise, heu, on peut les défiscaliser de l'impôt sur le revenu. Jusqu'à 7 ans, c'est-à-dire que ce trop plein, imaginons, vous ayez, je sais pas, mis 200 000 € dans votre entreprise et que vous deviez payer 5 000 € d'impôts perso. Et ben, vous allez enlever des 5 000 et ce qui reste sur les 200 000 vont être portables sur 7 ans. Mmh. Ah donc alors avec une diminution tous les ans, mais ce qui permet sur un investissement initial de défiscaliser pendant très longtemps. Et ce qui fait que moi, par exemple, c'est la première fois que, à l'époque, moi j'avais été conseiller, c'est cabinet KPMG qui m'avait, optimisé ma rémunération de dirigeant, tu vois? Moi, je savais même pas que ça existait et donc je me suis retrouvé je crois 8 ans ou 9 ans en payant zéro impôt malgré des revenus. Pourquoi? Parce que, ils avaient fait, des options fiscales et c'est totalement légal. Ouais, Il n'y avait aucun problème par rapport à ça et c'est là où je me suis rendu compte de l'inéquité. Parce que je voyais plein de chefs d'entreprise investir dans l'entreprise et qui payaient des impôts et je dis: «Mais comment c'est possible?» Et en fait, je leur disais: «Mais tu as pas coché la case», je sais plus quel était le nom de cette case et le mec me regardait, mais il me disait: «Quelle case?» J'ai dit: «Mais ton comptable t'a pas aidé à remplir ta déclaration d'impôt?» Il fait: «Bah non, c'est moi qui l'a remplie». J'ai fait: «Mais attends». De la même manière que je suis toujours effaré de voir le nombre de parents qui ont des enfants en crèche ou en accueil, par exemple, au centre de loisirs et cetera, qui ne déduit pas les sommes des impôts. Ces ouais, sommes sont déductibles et tout ça, c'est parce qu'on a un système fiscal beaucoup trop compliqué et donc ça, je pense que
C'est ça le cœur du problème, c'est que le système est trop compliqué, donc les initiés peuvent ne pas payer d'impôts Ouais. et les autres, payent pour tout le monde, en fait. Ben, oui, après ce qui est compliqué avec l'in alors en fait, on est dans un système, qui est particulier. Tu votes à la base un principe d'imposition Mmh. et puis après tu as une catégorie qui dit: «Ouais, mais nous, bon, c'est particulier, il faudrait quand même prendre en compte ceci». Puis il y a les autres qui disent: «Ah oui, mais nous on a un autre truc particulier» et cetera. Donc on dit: «Oui, alors on va mettre une exception». Et puis après, d'autres disent, «Oui, mais alors, dans l'exception, il y a quand même un truc qui est très particulier par rapport aux autres» et cetera. Et le texte se complexifie au fur et à mesure, des notamment des comment dire? Des puis avec le temps, il y a des amendements qui arrivent derrière, l'année suivante et cetera. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve avec comment dire? Avec une complexification du principe même de l'imposition. Et le deuxième aspect, c'est aussi le côté incitatif. L'État prend beaucoup de décisions pour inciter. Par exemple, on va se retrouver, on parlait des Sofica là, des Mmh. sociétés d'investissement de cinéma et ben, effectivement, on s'est dit: «Il faut maintenir une production, cinématographique française, donc on va faciliter la vie de ceux qui vont investir là-dedans». Alors et puis après d'autres disent: «Ouais, mais il faudrait que ce soit plus incitatif» et cetera. Et donc c'est comme ça que de l'argent se dépense. Enfin que du coup on crée des niches fiscales de plus en plus complexes. Alors il y a un truc qui fait toujours rigoler, ça faisait beaucoup marrer les gens, à l'école des impôts, mais il y avait par exemple les taxes, il y avait par exemple un régime, de déduction professionnelle pour les tailleuses de pipes de Saint-Claude. Alors ça fait, tout le monde se dit: «C'est quoi cette histoire?» En fait, c'était Edgar Faure qui était élu dans cette circonscription-là, je ne sais plus où, c'était du en Franche-Comté, qui en fait avait obtenu à l'époque un abattement spécifique professionnel pour des professions pour certaines pour, cette profession-là, parce que justement il était élu, il avait une partie de son électorat qui était à Saint-Claude. La même chose que la déduction qui revient souvent, la déduction, particulière pour les journalistes et cetera. Donc en fait, on est sur un système où pour prendre en compte des particularités ou pour renforcer, ou pour, orienter, la dépense privée, on crée un système qui devient une espèce de monstre, ou alors si tu es pas con il faut être conseiller ou alors faut avoir le temps de faire ça à temps plein et les compétences aussi. Voilà, donc du coup, effectivement, de plus en plus, tu as des officines qui se placent, pour vendre, pour faire pour te vendre, notamment la rédaction de ton dossier, pour un crédit d'impôt, qui vont se vendre aussi leurs services pour t'aider à optimiser. C'est pas gratuit, donc l'argent que tu économiseras, une partie de l'argent que tu économiseras en impôts, tu vas quand même le verser à quelqu'un, qui va avoir profité d'une complexité du système et qui du coup se frotte les mains chaque fois qu'on complexifie un peu plus le système. Mmh. Je vais te partager, parce que justement là j'ai pris, parce que c'est assez éloquent. Donc ça, c'est les déclarations complémentaires Ouais, d'impôts et quand on voit en fait, alors je sais pas si, on voit et ça c'est alors déjà ça fait 12 pages, hein. Donc ouais, là, c'est toutes les cases. Donc juste sur la question du service à la personne, on voit que par exemple, il y a des trucs genre petits travaux de jardinage. ouais, Petits travaux de jardinage, ça veut dire si vous prenez quelqu'un qui va vous tailler les haies, bah, c'est défi vous pouvez défiscaliser ouais, une facture donc petits travaux de bricolage, garde d'enfants par exemple. Alors il y a beaucoup le soutien scolaire, la préparation de repas à domicile et là vous faites: «Mais qu'est-ce que c'est que la préparation de repas à domicile?» Et donc il y a plein de choses, soins d'esthétique pour les personnes, à domicile pour les personnes dépendantes. Donc si vous faites couper les ongles ou, faire la coiffure d'un parent âgé, bah, c'est défiscalisable. oui. Collecte et livraison de domicile de linge repassé et donc il y a plein de choses. Assistance informatique et internet à domicile. Et ben, sachez et je vous le dis, ceux qui ont eu, par exemple un problème avec leur fournisseur d'accès, quelqu'un est venu corriger, c'est défiscalisable et donc tout ça effectivement, c'est peu dit
il y a plein, 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 plein de niches. Par exemple, la téléassistance et la visio-assistance pour les personnes âgées. Hem, alors ça, c'est effectivement, on est sur la question de, à domicile, mais dès lors qu'on va passer, hem, donc alors ça, c'est les investissements et cetera. On voit justement toutes ces niches, heu et avec les reports et cetera, investissements par exemple, dans les, alors de Normandie, je ne sais même pas ce que c'est en fait, heu, de Normandie ancien. C'est ouais, c'est alors c'est en fait, alors là, le gros truc pour les investissements, enfin pour les défiscalisations, ça a été, des tas de lois. La loi Malraux, par exemple, dans les quartiers, Mmh. historiques. Il y a eu la loi, la loi Ponce pour les DOM-TOM, et cetera, et cetera. Et toutes ces lois, en fait, ont un effet, induit, c'est que ça fait monter, le coût, de l'immobilier dans les endroits où ils s'appliquent. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, la personne qui va investir va pouvoir faire une réduction d'impôt, déduire aussi les intérêts d'emprunt. Donc, c'est un peu tout un système d'ingénierie financière. C'est un mot qui me fait toujours rigoler, mais en fait, c'est toute une mécanique que tu mets pour que, en fait, tu économises des impôts dans un premier temps. Tu verses, tu te finances un élément de patrimoine, et puis éventuellement, au bout d'un certain nombre d'années, bah, effectivement, quand tu sors du dispositif, tu peux revendre éventuellement avec une plus-value. Et c'est comme ça que dans les DOM-TOM, enfin, ça s'appelle plus comme ça, notamment Martinique et Guadeloupe, par exemple, les investissements immobiliers, on a bétonné des tas d'endroits, juste parce que pour faire des résidences de tourisme, ou des choses comme ça, parce que ça ouvrait droit à des réductions d'impôts. Alors après, certains aussi se sont cramés les ailes là-dessus, parce qu'effectivement, quand tu as trop d'offres, et ben effectivement, ça produit plus, ça rapporte plus assez. Mais globalement, il y a eu des tas de dispositifs, notamment sur l'immobilier, qui sont faits, sur l'investissement immobilier, qui facilitent l'investissement immobilier. Et en fait, c'est souvent l'impôt. Et d'ailleurs, les commerciaux de ces activités, pour ces activités-là, te vendent le fait que tu te constitues un patrimoine avec les impôts que tu aurais dû payer. Voilà. Donc, voilà, ça résume quand même bien le sujet et le côté un peu pervers de la situation. Alors, le problème, effectivement, c'est que globalement, ben, j'en reviens à ça, il vaut mieux hériter que travailler. Donc ça n'a pas changé depuis, depuis très longtemps. Donc voilà, bah, effectivement, il vaut mieux, faire travailler les autres que travailler soi-même. Si tu travailles toi-même, que tu mets en place, en œuvre des compétences, du temps de travail que tu te crèves, et ben, tu es plus taxé. C'est le système. Voilà. Oui, oui, donc et en fait, pour en revenir un petit peu à la question des gens, bah, qui espéraient, disaient qu'effectivement, le fait que la loi de finances soit pas votée, ça les arrangeait. Bah, effectivement, il y a la question des il y a cette question de dire, bah, on va échapper éventuellement à un réajustement de la fiscalité sur les dividendes. Parce qu'avant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant les dividendes, si tu avais des revenus, de capitaux mobiliers, hein, c'est-à-dire des revenus d'actions ou d'obligations, et ben, tu étais taxé, comme avec ça venait s'ajouter à tes revenus, tu étais taxé en suivant le système de la progressivité. Mmh. Alors la progressivité a été bien réduite entre-temps, mais globalement, ce qui se passe maintenant, c'est que en fait, voilà, tu t'es pas taxé de la même façon suivant les enfin, tu es pas imposé de la même façon suivant la nature de tes revenus. Et globalement, on facilite l'actionnariat. Alors Ankou Stinger dit: «Est-ce que c'est un cours sur l'évasion fiscale?» Non, en fait, c'est Ah, on pourrait, justement mais il faudrait faire venir peut-être des gens des impôts, des syndicats des impôts, par exemple. tout à fait. Non, mais en fait, c'est l'idée, c'est d'expliquer la réalité, Ouais, heu, justement cette réalité par rapport au fait que justement, on répondait à la question: «Est-ce qu'on paye trop d'impôts?» Et en fait,
Justement, alors c'est compliqué parce que le politique crée toutes ces niches en se disant: «Voilà, normalement les gens devraient payer tant d'impôts» et la réalité, c'est qu'il y a des groupes qui sont malins, qui lisent, tous les déclarations, c'est pour ça que je vous ai partagé, on voit, c'est incompréhensible pour un béotien. C'est-à-dire que moi, si on m'avait pas dit: «Tu mets sur telle case, telle case, telle case, telle case» et les montants, mais j'étais incapable de calculer. Et c'est après, l'année d'après, que Mmh. j'ai essayé de comprendre pourquoi il fallait que je mette sur telle case et telle case et qu'après j'ai compris comment le faire moi-même. Mais concrètement, il faut effectivement, alors, ça, Fred Krug dit: «Est-ce qu'il faut pas remettre à zéro?» Ouais, Je pense qu'il faut un choc de simplification. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne peut pas être aussi lisible. c'est une C'est expression très macroniste ça, hein, le Oui, choc de mais simplification. je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est il faut une fiscalité simple avec en maximisant pour moi les prélèvements à la source ou les défiscalisations à la source. C'est-à-dire, on prend l'exemple du service à la personne, on ne devrait pas défiscaliser a posteriori, ça devrait être déjà dans la fiscalité du service, déjà inclus. Ce qui permettrait d'éviter des dérives, c'est-à-dire que pour ces et que aussi les avances de trésorerie, des différentes personnes pour se faire rembourser derrière et cetera. Donc, puisque, par exemple, si on prend l'exemple de la garde d'enfants, quand un enfant est en crèche, on paye la crèche, cette somme est défiscalisée. Donc d'un côté, on paye une crèche d'État et de l'autre, l'État rend l'argent. Bon, à un moment, ça pourrait être plus simple quand même. Donc typiquement, Heu, la grande bascule de la fiscalité, c'est notre projet. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ce soit lisible. C'est-à-dire qu'une personne qui travaille, dans une caisse, d'un Lidl doit pouvoir comprendre aussi bien la fiscalité que, un chargé de clientèle chez McKinsey, ou de gestion de patrimoine. C'est-à-dire que ça ne devrait pas être quelque chose qui n'est que l'apanage d'une élite et complètement obscur. Et effectivement, on le voit dans le document des impôts. Alors désolé, toi qui as fait partie de cette maison Eric, mais si tu as pas les 45 pages de notices derrière pour comprendre à quoi correspondent les acronymes, tu ne comprends rien. Ouais, ouais. Donc c'est, voilà la réalité. Le le truc par rapport à ça, il faut, il faut bien réfléchir à tout ça et donc avant d'affirmer ou pas qu'on est un pays très taxé, faut vérifier et en particulier, on voit qu'un pays est très taxé. Là, j'ai fait exprès de citer McKinsey, hein, j'aurais pu citer Ernst& Young et cetera. Heu, voilà. Que l'État rende l'argent, c'est bien, quand Fillon rend l'argent, c'est mieux. Le problème, c'est qu'il a tout cramé en costard, Fillon. Non, c'est pas il a même pas cramé un costard, on lui a offert le costard. Ouais, c'est une longue histoire. Ça se trouve, le costard, c'est comme est-ce que quelqu'un l'a vu ce costard? Tu vois? Ou est-ce que Non, c'était comme les oui, t-shirts de sûrement, ouais, McFly? mais on l'a sûrement vu dans un extrait. Non, non, mais c'est alors, c'est un peu, quand même compliqué, sur la bascule une grande bascule de la fiscalité, c'est pas forcément un truc génial. Il y a des choses qui fonctionnent. Il y a des équilibres qui sont difficiles à modifier. Tu peux très bien dire: «On va réduire le taux de la TVA parce que la TVA, c'est proportionnel et c'est pas acceptable». Mmh. Sauf que quand tu réduis la TVA, on l'a vu sur l'immobilier, enfin sur les restaurants, ça a pas fait baisser les prix. Mais en gros, la différence, avec les prix sont restés les mêmes. C'est le problème des toutes les fiscalités qui sont, indolores, hein. On paye plus de TV on franchement, chacun paye plus de TVA que d'impôts sur les revenus. Vraiment, mais de loin. On paye souvent beaucoup plus de CSG et CRDS qu'on ne paye d'impôts sur le revenu. Alors, l'impôt sur le revenu, ça, on le voit, on le mesure, à un moment donné, ça, on a quand même le truc, mais globalement, tout ce qu'on paye, à côté, on s'en rend moins compte et justement, le calcul est beaucoup moins égalitaire, enfin, non, peut-être pas égalitaire, mais beaucoup moins équitable encore. C'est ça un petit peu le sujet. Après, globalement, il y a des gens qui enfin, moi, j'ai été beaucoup en contact avec des petits des artisans, des commerçants, et cetera. Bon, globalement, c'est quand même des gens qui bossent et qui, bah, du coup, n'ont pas tellement de moyens d'échapper à l'impôt.
Enfin, alors si après, bon, on peut faire un peu de blague et cetera, c'est toute toute la question, c'est dans certaines activités, mais pas dans toutes. Voilà, donc du coup, effectivement, on se rend pas compte que des gens qui sont en situation de producteur, enfin, la notion de producteur est assez importante, des gens qui produisent ne sont pas, sont taxés plus que des gens qui encaissent des héritages, des, comment dire, des dividendes, etc. Ça ne veut pas dire que tu prends pas un risque quand tu investis dans une boîte, etc., dans une société, quand tu fais des actions. Mais globalement, c'est quand même pas le même boulot. Donc le côté l'argent travaille pour moi, c'est pas vrai. D'autres travaillent pour moi. C'est plutôt, c'est plus exact. Voilà. Et après, sur le taux d'imposition, il y a aussi à une époque, ça m'a beaucoup frappé. On dit, ouais, quand même, par rapport à l'Allemagne, etc., le taux d'imposition, regardez les impôts nationaux, machin. Oui, sauf qu'en Allemagne, il y a une grosse partie de l'impôt qui va sur les lenders et pas sur l'État national. Donc, du coup, des fois, on a aussi des biais de comparaison qui sont un peu compliqués. Ça ne veut pas dire que le niveau de fiscalité n'est pas élevé en France, mais la question, c'est toujours qu'est-ce que tu finances et qu'est-ce que tu reçois en échange? C'est ça la question. Donc, quand la justice fonctionne pas bien, que la police n'a pas les moyens, que le système scolaire se casse la gueule, là, du coup, se pose la question de la légitimité aussi, non pas de l'impôt, mais de la légitimité de l'organisation de la dépense. Euh, et donc, du coup, on en a moins pour notre pognon. Voilà, quand tu commences à devoir financer des écoles privées parce que enfin, c'est trop compliqué chez toi, les profs sont pas là, etc. Bah, du coup, il commence à y avoir une rupture d'égalité et un accès différencié des gens en fonction souvent des classes sociales à un certain nombre de biens qui devraient être essentiels et non pas gratuits, mais enfin oui, qui sont gratuits, mais qui coûtent quand même. En gros, ce qu'on ne paye pas, c'est souvent financé par autre chose. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que je vais faire un petit aparté historique, sur la question, justement, l'État en déliquescence et le paiement de l'impôt et la contestation. C'est comme ça qu'on analyse alors les Romains, donc la Rome antique, avait des registres très précis et en particulier sur la collecte des impôts et Mmh. c'est comme ça qu'on arrive à savoir quelles ont été les périodes maintenant historiquement troublées. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une période troublée, on voit que la collecte d'impôts est plus difficile et c'est ce qui a fait, hem, dire que les ce qui s'est passé à l'époque de Néron, que Rome aurait brûlé et qu'il était autoritaire, était peut-être faux. Pourquoi? Parce qu'il y a quasiment pas de variation dans la collecte d'impôts, contrairement à d'autres périodes de Rome et donc certains disent que peut-être que les documents historiques qui nous ont été revenus le décrivant n'étaient pas justes et c'est comme ça qu'on a creusé, qu'on s'est rendu compte que celui pour lequel qui a fait, sa biographie, du moins qui explique qui est Néron, Mmh. était son premier opposant politique, comme si on avait demandé à Arlette Laguillet de faire la biographie de Nicolas Sarkozy et voilà et typiquement, ça permet justement, cette question de collecte de l'impôt, on sait et on l'a vu dans toutes les dictatures typiquement, la population essaye comme elle peut généralement, d'éviter de payer les impôts et donc souvent, dans les systèmes autocratiques, il y a beaucoup de blagues, il y a beaucoup d'arrangements et cetera parce que les gens, voyant un État illégitime, justement alors certains me demandent: «Est-ce que je ne confonds pas avec Macron?» hem, Ah oui, il y a eu un dire Macron, dans la Rome antique. C'est vrai. c'est vrai, c'est vrai. Mais non, non, Néron, justement sur la question, de la période où il y a eu Rome qui est censée avoir brûlé et cetera. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'il y a pas eu tellement de troubles à l'époque, justement et c'est les registres de collecte d'impôts. Parce que s'il y a une chose que nous, on a gardée depuis la Rome antique, c'est bien la bureaucratie. Ça, c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui, hein. C'est le l'amour de la démocratie fait partie, je pense, est plus ancien que l'héritage chrétien en Europe. C'est Oui, pour dire. très Je crois que clairement. même à l'Égypte ancienne, il y avait déjà un amour de la bureaucratie. C'est très étrange en fait. L'homme, dès lors que je crois les premiers marchands, de Mésopotamie, d'un seul coup, il y a des mecs qui se sont dit:
je pense les comptables se sont dit: «Tiens, il y a une opportunité de business» et donc ils se sont, immiscés dans le truc et donc ils ont créé la bureaucratie. Je ne sais pas, mais c'est vrai que, c'est, c'est compliqué. Alors certains critiquent les McDo et cetera. Heu, Effectivement, c'est vrai qu'il y a une question de consommer français, mais le truc, c'est qu'on peut avoir des sociétés, étrangères en France, dès lors que, elles payent leurs impôts en France, tout bêtement et que, elles emploient des Français et que, voilà, donc alors c'est, Mal dit: «Les costumes des filles ont rien à foutre. Qui n'a pas accepté des cadeaux de sa vie? Les cadeaux servent à acheter des relations sociales. Le problème, c'est le détournement de fonds pour sa femme». Alors le problème des costumes, si je me rappelle bien de Fillon, c'est surtout, rien n'est gratuit en politique et quand on est homme politique et qu'on se fait offrir des choses, Mmh. on sait que c'est jamais gratuit. Non. C'est pour ça d'ailleurs, comme d'ailleurs un journaliste ne se fait pas inviter, à boire un pot et tout parce qu'il sait que voilà, c'est comme ça. Hem, Macron de père en fils depuis 2200 ans, profitez, ça va s'arrêter. Voilà, c'est alors il y avait un dernier petit sujet avant qu'on ait justement, Yannick qui lui, donc revient pour nous parler, de la mise en place de cette fois-ci de la bureaucratie européenne. C'était, un sujet justement aussi lié à la question de la censure qui était, alors c'est quelque chose qui a été très prisé par les Français et qui, ne va plus pouvoir marcher, Mmh. qui est, beaucoup de gens alors, certains disent que c'est un détournement de l'usage, mais beaucoup, maintenant, utilisent les tickets restaurants pour, faire leurs courses et justement, la censure du gouvernement a fait que probablement, ça va pas être reconduit et donc ça pose un problème parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal Mmh. de Français, qui utilisent, leur ticket restaurant pour, faire leurs courses et donc, généralement, c'est pas une bonne, nouvelle. Donc, voilà. À voir, c'est toujours compliqué. Alors tout le monde n'a pas des tickets restaurants et cetera. Ankou Stinger demande si on a eu des nouvelles du prof qui n'était pas payé. Alors oui, on en a. Il a eu son acompte, mais il doit revenir. Il devait revenir hier, mais hier on a eu, beaucoup d'invités, donc on va l'avoir la semaine prochaine pour parler de ça. Mais c'est voilà, c'est important parce que les gens se sont habitués, je parlais des tickets resto, les gens se sont habitués, ça fait partie de leur rémunération et donc là, voilà, c'est compliqué. Alors est-ce qu'il fallait étendre à la base aux courses, les tickets resto? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que voilà, alors, Mali dit: «Plus on est riche, plus on reçoit de beaux cadeaux. On n'offre rien aux pauvres parce qu'ils ne donnent rien en retour. C'est un fait. Je ne fais pas de cadeaux, Ça me ça me dirait. débecte». Oui, Mais oui. Non, c'est de toute façon, on ne prête qu'aux riches aussi, hein. Vous êtes riche, la banque vous prête de l'argent, vous êtes pauvre, rien. ouais, Donc oui, voilà, Fred, les tickets resto, je les utilisais pour acheter de la viande et des légumes. ouais, globalement et c'est quand même peut-être mieux d'ailleurs de cramer ça, d'acheter de quoi se faire à bouffer, éventuellement de se cuisiner ce qu'on va se sa gamelle. C'est pas aberrant de faire ses courses avec des tickets restaurants parce que si on se cuisine sa gamelle, bah, ce sera toujours plus sain qu'aller bouffer au McDo ou au kebab aussi. Il faudrait quand même voir comment ça se passe dans les cuisines des kebabs. Oui, tu en as contrôlé beaucoup, on est au courant. Voilà, bon après, ils sont pas tous crades, mais quand même, il y a sujet. Non, non, mais tout à Et fait. puis globalement, voilà, bon, bouffer de la barbaque comme ça, enfin, beaucoup de graisse saturée, choses comme ça, c'est quand même pas génial pour la santé. Et globalement, c'est vrai que quand tu vas au resto, quand tu vas au fast-food, et cetera, bah, tu vas prendre des trucs qui te profitent moins bien, que quelque chose d'un peu plus structuré. Sauf qu'éventuellement, les propositions, de repas, structurés et relativement sains, et bah, ça coûte plus cher, tout bête. Donc, avec tes tickets resto, bah, oui, moi je trouve j'ai jamais compris qu'en fait on paye pas des courses, on puisse,
qu'on puisse se trouver, que ça soit problématique de payer des courses alimentaires avec des tickets resto. Mmh. Il y a dans les effets qui sont liés effectivement, au fait que le budget n'est pas voté, il y a aussi, le cas des dispositions nouvelles qui avaient été prises pour les agriculteurs et qui évidemment, ne s'appliqueront pas. Mmh. Donc il y a pas mal d'effets induits, hein, mine de rien, on se dit: «Ouais, de toute façon, bon, heu, c'est pas neutre, c'est pas dramatique, c'est pas aussi dramatique qu'aux États-Unis, que si ça arrivait aux États-Unis, mais c'est pas neutre non plus, faut le savoir». Mmh. Non, je suis désolé, il y a des vies parallèles. J'ai envie d'être méchant, mais je garde mon flegme. Parce qu'il y en a qui bossent et il y en a qui commandent.